À la fois sauvage et urbaine, une passerelle haut perchée à 9 mètres du sol est devenue l'un des symboles de New York. Un itinéraire fait d'acier et d'herbes folles qui embarque le promeneur dans le gigantisme de Manhattan. Qui aurait imaginé un jour que ce toit vert de 2,4 km de long s'imposerait comme la référence des jardins urbains d'aujourd'hui? Bienvenue sur la High Line. Si ce jardin suspendu est aujourd'hui une évidence pour tous les New-Yorkais, il y a 15 ans, l'implanter dans les airs paraissait pure folie. Car la High Line prend appui sur une ruine, une très vieille voie ferrée sauvée in extremis de la destruction. Voici la Green Team qui a remporté le concours lancé par la ville afin de réhabiliter cette friche. Le cofondateur et directeur des Amis de la High Line, Robert Hammond, les architectes Elizabeth Diller et Riccardo Scofidio, la directrice de l'horticulture Andy Pettis, l'architecte paysagiste Isabella Castilla et le paysagiste et designer urbain James Corner qui a réuni cette équipe de choc. La High Line, c'est comme un film. Tout se joue dans le temps. Ici, on voit la même chose, mais toujours de manière différente, à chaque fois. C'est un voyage incroyable, une remarquable scénographie. C'est un endroit de lenteur, de voyeurisme, un endroit qui ne ressemble à aucun autre à New York. Lorsque le parc a ouvert, les gens posaient des questions comme « Pourquoi n'y a-t-il que des mauvaises herbes? Où sont les fleurs? Où sont les plantes? Le jardin, c'est bien ici ?» C'est une rue dans les airs. C'est une non-rue. C'est un embouteillage, en fait. On n'a jamais pensé que ça aurait un tel succès. On se disait que peut-être 100 000 personnes allaient venir. L'année dernière, il y a eu 7 800 000 visiteurs. Ce succès est dû à leur idée commune. Sublimer ce qui faisait la magie de cette voie ferrée. Tirer parti de la brutalité de cet univers industriel ancien, le rendre accessible sans pour autant détruire son authenticité. Un travail qui s'est découpé en 3 phases et étalé sur 10 ans. La première fois que j'ai marché sur la High Line, ça a été la surprise totale. J'ai été vraiment frappé par la sérénité, la paix, le calme et toute la longueur de ce métal vert qui s'étendait sur 2,5 km, coupant toute la ville, littéralement. C'était une impression très forte. En tant que designer, on s'est dit, c'est vraiment fabuleux. N'essayons pas d'inventer quelque chose de complètement nouveau. Travaillons avec la matière que nous avons. Et c'est de là qu'est venue notre philosophie. Garder le côté sauvage, garder la simplicité, garder le calme, garder la lenteur. Ces 4 caractéristiques étaient celles que nous avions trouvées ici. Et ces caractéristiques, nous avions envie de les préserver d'une façon magique et très poétique. Sur les rives de l'Hudson River, Meatpacking District, l'ancien quartier des abattoirs de New York. Au milieu des buildings, une plateforme en acier riveté surgit dans le ciel de la Gansevoort Street. En face, une photo gigantesque s'inscrit dans le prolongement de la High Line pour mieux nous rappeler son ancien usage. C'est avec ce long escalier que commence notre voyage avec vue sur New York, du sud jusqu'au nord de la ville. Il s'agit des premiers escaliers qui mènent à la High Line. Ils vous permettent de quitter la rue brute, de passer du dessous au dessus. Vous vous retrouvez au milieu d'une forêt d'arbres, principalement des bouleaux, des peupliers, des érables, sous un ciel écrasant. C'est un moment très surprenant. Une grande partie de la High Line n'est pas visible de la rue, elle est entourée d'immeubles. Mais cette partie surélevée à l'extrême sud est ouverte sur la rue.
Et nous voulions avoir des plantations luxuriantes là-haut. Garder la rue brute avec son granit, son béton, sans plantes. Et sur la High Line, avoir un jardin flottant. C'était une façon de théâtraliser cette entrée. Mais avant que James Corner et son équipe n'imaginent cette scénographie contemporaine, le projet n'aurait jamais vu le jour sans l'acharnement de deux New-Yorkais, Joshua David et Robert Hammond. Quand en 1999, ils découvrent la voie ferrée, ils fondent les Amis de la High Line, qui regroupe aujourd'hui 200 volontaires. Pendant des années, leur association va se battre pour sauver cet espace de la destruction. Robert Hammond nous raconte l'histoire extraordinaire de ce lieu. Le chemin de fer allait jusqu'à la 10e avenue. C'était une voie pour les marchandises qui passaient au milieu de la rue. On l'appelait l'avenue de la mort parce que les gens se faisaient rouler dessus par le train. Dans les années 20, il a été décidé de la surélever à 9 mètres de haut. Elle était toujours réservée au fret ferroviaire et transportait des vaches et des carcasses. Mais dans les années 50-60, avec le développement des transports routiers entre les États, elle fut de moins en moins utilisée. Le dernier convoyage sur cette ligne a eu lieu en 1980 et le train transportait des dindes congelées pour Thanksgiving. Et puis elle a été abandonnée. J'aimais la structure depuis la rue, la rouille, la ferraille, le côté relique industriel. Et quand on montait dessus, il y avait 2 kilomètres de fleurs sauvages. C'était magique en plein centre de New York. À cette époque, on ne savait pas vraiment ce que ça devait devenir. C'est alors qu'on s'est dit que c'était aux New-Yorkais de décider. En 2004, un concours est lancé pour imaginer le futur de l'infrastructure ferroviaire. Le jury voit défiler 720 participants issus de 38 pays qui imaginent tout et n'importe quoi. Mes 2 projets préférés étaient une piscine en boucle d'1,5 km et une montagne russe. Mais ce n'était pas réaliste, c'était surtout pour attirer l'attention. Tout le défi pour notre Green Team a été de rester simple tout en créant un itinéraire hors du commun. L'un des grands défis a été de créer un chemin. Les dimensions de la High Line sont si étroites qu'un seul chemin linéaire aurait paru froid et austère à la plupart des gens. C'est pourquoi nous avons eu cette idée d'un parcours avec différents paysages, auxquels viennent s'ajouter des niches, des nœuds, des épisodes. Lorsqu'on passe d'un segment à un autre, l'expérience est différente, mais on éprouve toujours la sensation d'être sur la voie de chemin de fer. C'est en 2009 que cette première section de la High Line a été ouverte au public. Les paysages qui défilent nous conduisent non seulement au milieu des buildings ou à travers des passages couverts, mais aussi sur des aires de repos où les New-Yorkais aiment prolonger l'expérience dans un bain de soleil, les pieds dans l'eau. Tout est fait pour s'extirper de la jungle urbaine et montrer le foisonnement originel du lieu. Comme cet embranchement où la voie ferrée disparaît dans un fouillis de fleurs et d'herbes. Non loin de là, le point fort de la déambulation conduit le promeneur à s'asseoir sur des gradins en bois au milieu d'un amphithéâtre surplombant la 10e avenue. Les architectes ont fait naître ici un spectaculaire théâtre urbain en creusant l'acier et en le remplaçant par du verre. Alors, on regarde et on attend. Cet endroit est l'essence même de la High Line. Comme nous sommes des citadins efficaces, nous faisons toujours quelque chose. Soit nous travaillons au bureau, soit nous faisons des courses, ou nous brûlons des calories à la salle de sport. Mais sur la High Line, on ne peut pas faire grand-chose à proprement parler, à part marcher et s'asseoir. Il est interdit d'amener son chien, de faire du vélo, de jouer au ballon. On ne peut rien faire à part s'asseoir et regarder les autres. On peut aussi regarder chez les gens. Et c'est valable dans les deux sens. Les gens savent qu'on les regarde. Nous avons pensé qu'au milieu de cette palette d'opportunités très réduite, il en restait une encore plus spéciale, qui serait d'être assis et de ne véritablement rien regarder. Voilà vraiment la théorie de ce projet.
Nous sommes véritablement au-dessus de la 10e avenue. Elle a toujours été là, mais personne ne l'avait vraiment regardée. Et aujourd'hui, on peut s'asseoir et regarder la circulation se diriger vers le nord de la ville, regarder les phares des voitures et des camions. On regarde quelque chose de très familier, de très ordinaire, d'ennuyeux même, mais vu autrement. C'est un moment qui capture l'imagination des gens. C'est l'illustration de notre stratégie qui consiste à garder la simplicité. Tout était déjà là. Nous n'avions qu'à la mettre en œuvre pour voir cet espace d'une nouvelle façon, sous un angle différent. Ce projet a fait naître beaucoup d'idées différentes sur ce qu'on pouvait imaginer tout le long de ces 2,5 km. On a imaginé un théâtre, un endroit pour projeter des films, un endroit pour danser. Et puis, nous nous sommes dit que dans ce cas précis, il fallait en faire le moins possible. Faire des choses discrètes était essentiel. Et le plus important était vraiment le dallage. Le paysage et le dallage se réunissent. Ce n'est pas une rue normale de New York où les piétons ont la priorité. Ici, ce sont les plantes qui ont la priorité. La façon dont nous l'avons conçu permet à la végétation de s'immiscer entre les dalles. Les espaces pour les plantes et les piétons ne sont pas vraiment définis. Quand on marche dans la rue et que l'on observe les trottoirs en bitume, on remarque souvent des fissures d'où la végétation jaillit. La nature gagne toujours. On s'est vraiment inspiré de ce phénomène de décomposition qui représente souvent la fin d'un cycle, mais qui correspond aussi à la naissance d'un autre. On ne voulait pas d'une highline manucurée. Donc on a évité les bordures, les buis, les roses. Toute l'idée était de garder le côté sauvage et à prendre des plantes qui étaient arrivées là naturellement. D'amplifier la diversification et de créer une sorte de nature sauvage. C'est à travers ce paysage inspiré par la beauté mélancolique et rebelle de la Highline que notre voyage se poursuit. Ici, la végétation a été soigneusement orchestrée par le néerlandais Piet Oudolf, connu dans le monde entier pour son savoir-faire en matière de graminées et de vivaces. C'est à lui que l'équipe de la Highline a immédiatement pensé pour préserver l'esprit du lieu et y retranscrire l'abondance sauvage des grandes prairies du Middle West, soit 115 000 plantes et 600 espèces, dont la moitié provient de l'Amérique du Nord. Un paysage typiquement américain que la directrice de l'horticulture Andy Pettis affectionne tout particulièrement. Voici ma graminée préférée. C'est Panicum virgatum shenandoah. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a de très belles cimes de semences aérées qui forment une sorte d'écran à travers lequel vous pouvez voir les autres plantes. Elle présente aussi cette magnifique nuance de bordeaux. Une autre de mes préférées est cette graminée plus grande. C'est l'Andropogone gerardii. Cette plante varie de 1 à 2 mètres de haut et elle est très imposante. C'est amusant de voir une graminée de cette taille. Habituellement, les graminées sont de toutes petites plantes. Voici une autre graminée que Piet Oudolf utilise comme matrice. Elle fait partie du mélange de plantes qui constitue la base de son design. C'est la Sporobolus heterolopis. Ensemble, ces 3 plantes font partie des 4 plantes qui sont le clou des graminées des prairies d'herbes hautes du Midwest des États-Unis. On les appelle parfois les 4 cavaliers des prairies. Dans ce jardin, beaucoup de ces plantes migrent, bougent et changent. Ce que nous recherchons avant tout, c'est un équilibre des couleurs et des formes et une juste répartition entre les graminées et les plantes qui fleurissent. Nous jardinons par conséquent beaucoup par élimination. Nous intervenons beaucoup. Si une plante semble prendre le dessus d'une manière qui n'est pas souhaitée,
nous la taillons. Nous avons beaucoup de défis à relever pour faire pousser les plantes en raison de l'environnement et de la structure. Il n'y a environ que 45 cm de terre dans la plupart des endroits du jardin. Le sol est très peu profond. Mais nous avons constaté que plutôt que de descendre, les racines s'écartent sur les côtés, donc on peut faire pousser de très grands arbres. Les astères sont connus pour fleurir en automne. C'est important d'avoir des plantes qui fleurissent à cette période de l'année pour soutenir la pollinisation pendant toute cette saison. On a besoin de plantes à floraison tardive comme celle-ci. Dans ces jardins, une des choses sur laquelle Piet Oudolf met particulièrement l'accent, c'est l'utilisation du cycle de vie complet d'une plante. Pour lui, le squelette d'une plante, comme il l'appelle, est aussi important que la fleur. Piet Oudolf a vraiment cherché à trouver un moyen de faire honneur à la nature et de la sublimer même. Il a voulu donner sa vision d'artiste de la nature. Ce jardin est comme un théâtre qui change de jour en jour et de semaine en semaine. Empruntant les 10 escaliers posés tout au long du parcours, les New-Yorkais ne se lassent jamais de venir dans ce jardin, car il est en perpétuelle métamorphose. Aussi bien les paysages que le mobilier participent au mouvement, mais avec un seul mot d'ordre. Keep it slow. Pour maintenir un rythme lent, des œuvres d'art ont été disséminées tout au long du parcours et incitent à la contemplation. Comme cette immense toile peinte à la hauteur de la 22e rue. C'est ici que commence la deuxième phase de construction de la High Line. Et c'est là que nous retrouvons l'architecte Riccardo Scofidio, perché sur des gradins de teck recyclés. C'était capital de calmer la vitesse. Il faut que l'on ralentisse. On ne voulait pas que les gens viennent et amènent la vitesse de la ville sur la High Line. L'un de nos premiers objectifs au niveau des escaliers, que l'on appelle les escaliers lents, a été de les étendre de telle façon qu'on soit amené à regarder les structures. Ces dernières attirent et ont pour effet de faire baisser cette vitesse urbaine dans les jambes. Quand on arrive en haut de la High Line, on commence à se promener et à marcher à une vitesse qui n'est pas habituelle en ville. Ici, nous avons planté du gazon, ce qui est vraiment inhabituel sur la High Line. L'herbe et la verdure sont absolument sensuelles. Les sens et les odeurs, quand on coupe l'herbe, c'est incroyable. Lorsqu'on est sur la High Line, surtout dans la première partie, on est en communion avec les plantes. Nous voulions prolonger ce sentiment en mettant du gazon ici, quelque chose sur lequel on peut se rouler et s'amuser. Le gazon se trouve dans une zone très ensoleillée où la High Line s'élargit. C'est ce qui justifie sa présence à cet endroit. Tout de suite après, se trouve un de mes segments favoris, le flyover. C'est une passerelle qui monte à travers des magnolias entre deux bâtiments très rapprochés. Cette idée vient encore de ma première visite. Il y avait des arbres qui avaient réussi à pousser ici grâce à l'ombre et l'humidité créées par les deux bâtiments.
C'était magique. C'est le seul endroit de la High Line où on éprouve ce sentiment de forte proximité. Être dans les arbres au milieu des bâtiments dans un petit endroit confiné. L'une des sources d'inspiration pour réaliser cette reconversion a été la promenade plantée de Paris. Ce parc, aujourd'hui rebaptisé Coulée Verte, s'appuie sur une ancienne voie ferrée réhabilitée à partir de 1988. Un vestige ferroviaire de 4,5 km de long qui fait figure de précurseur, métamorphosant pour la première fois une infrastructure obsolète en jardin luxuriant. La coulée verte est juste une ligne droite. C'est une voie rapide comme une autoroute. Il n'y a pas de raison de faire une pause ni de ralentir. Ici, nous voulions faire attention à ce qu'il n'y ait jamais plus de 50% de la surface aménagée sur laquelle on puisse marcher. En créant cet équilibre, les gens ont l'impression que la promenade est naturelle et qu'elle ne ressemble pas à une autoroute à travers la campagne. Je pense que la coulée verte en elle-même est très parisienne. C'est très beau, c'est très détaché de la ville. On a l'impression d'être dans un jardin avec une atmosphère reposante. Ici, à New York, c'est très différent. C'est un peu plus vilain, moins propre, et c'est situé dans cette zone industrielle. La High Line traverse des immeubles, passe devant des cheminées, des escaliers de secours, et donne des perspectives qui n'ont rien à voir avec le quadrillage traditionnel de New York. Quand on regarde sur les côtés, on découvre de nouveaux points de vue qu'on n'aurait jamais imaginés. Juste derrière nous, on peut voir la Statue de la Liberté. On n'aurait jamais imaginé qu'on pouvait la voir depuis cet endroit de Manhattan. C'est ce New York non officiel que les gens trouvent fascinant ici. Si la High Line est aujourd'hui devenue la référence mondiale des voies ferrées transformées en jardin, son histoire ne s'arrête pas là, puisque son paysage est en évolution constante. En attendant, voici où elle se termine, au nord de Manhattan, sur la 34e rue. Ce dernier tronçon, qui se courbe autour du terminus des trains de la ville, a été inauguré en 2014 et la chef du projet est Isabella Castilla. Ici, la ville reprend ses droits, notamment à travers les sons environnants. La High Line est pour nous une nouvelle façon de concevoir la ville et de s'engager pour elle. L'idée de la garder calme, c'est l'idée de se laisser envahir par les sons de la ville. Dans cette portion, nous entendons les hélicoptères. Dans d'autres, le bruit des voitures ou des gens. Partager l'expérience de la ville est vraiment au cœur du projet, beaucoup plus que de l'idée d'apporter de nouvelles activités. Dans cette partie, nous avons décidé de garder la structure existante et de n'intervenir qu'au minimum. Nous avons gardé intacte la végétation qui se trouvait déjà ici, entre les rails. L'idée était de ne pas altérer cet écosystème unique. Il continue d'ailleurs à évoluer, notamment grâce à la proximité de l'eau. Le vent apporte des graines. C'est donc vraiment un jardin naturel. On a laissé les rails où ils étaient. On a simplement rajouté un trottoir absorbant. Il est poreux et permet à l'eau de pluie de passer au travers et d'irriguer les plantes. Le paysage urbain change beaucoup ici, donc on essaie toujours de faire en sorte que le design reflète bien cela. Ici, il y a un vrai contraste entre ces très hauts immeubles et ces grandes plages de ciel ouvert. Le design de la High Line s'adapte et s'abaisse. La ligne d'horizon redevient totalement dégagée. Autour de nous, le quartier se développe de façon dramatique. Le fait que la High Line garde cette simplicité crée un véritable contraste. C'est vraiment l'endroit idéal pour apprécier la nature dans toute sa force au cœur de New York.
Il ne s'agit pas simplement de construire un parc ou un lieu ouvert. Il faut aussi prendre en compte la façon dont les gens se l'approprient. La nature change les rapports des gens entre eux. Elle vous rend plus ouvert et aussi plus heureux. Puisque New York est la ville qui ne dort jamais, la promenade s'achève forcément de nuit. Vos yeux s'ajustent à la pénombre, vous pouvez voir la ville, les plantes sont là. Pour moi, c'est le moment le plus magique.